À Salinas, en Californie, un couple trouve un squelette dans une tombe peu profonde sous sa maison. Les ossements sont restés cachés là depuis de nombreuses années. On connaîtra enfin le sort d'une personne dont on a signalé la disparition 14 ans plus tôt. Dans une région rurale du Michigan, les recherches pour retrouver un homme prennent fin quand on découvre qu'il a été victime d'un meurtre brutal. Les enquêteurs font appel à une équipe d'experts judiciaires pour établir le moment de la mort de la victime et ensuite traduire son meurtrier en justice. Le temps peut altérer de précieux indices. Mais quand des restes humains sont finalement découverts, les morts ont enfin la chance de parler. Ils ne sont plus muets comme une tombe. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La paisible petite ville agricole de Salinas, en Californie, est renommée pour ses récoltes abondantes. Ses habitants sont de rudes travailleurs. Ce n'est pas un endroit où sont commis des meurtres habituellement. Et pourtant, le 14 janvier 1998, les propriétaires d'une maison découvrirent quelque chose qui allait à jamais changer cette perception de leur ville. Jim Olson déclara à sa femme Sandra et à la sœur de celle-ci qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange dans le vide sanitaire sous la maison en installant des conduites de chauffage. Il y avait une paire de chaussures de course sortant de terre, les pointes dirigées vers le haut. Jim était trop massif pour pouvoir atteindre les chaussures. À son avis, quelqu'un avait peut-être été enterré dans une tombe peu profonde. Tous trois espéraient qu'il ne s'agissait là que d'une plaisanterie de mauvais goût. Sandra décida d'aller voir pour s'assurer que ce n'était rien de grave. Les chaussures étaient coincées. Dans la pénombre, Sandra put voir que les chaussures étaient reliées à un squelette. Jim appela le service d'urgence. Des policiers du service de police de Salinas répondirent à son appel. Le sergent Miller et le détective McLaughlin se trouvaient parmi eux. On confirma qu'il s'agissait bien d'ossements humains, puis on déclara officiellement la maison scène de crime. Pour éviter toute intrusion sur les lieux et pour recueillir les ossements humains, les enquêteurs firent appel à Allison Galloway, anthropologue judiciaire au campus de Santa Cruz de l'Université de Californie. Galloway constata avec étonnement que le squelette était encore complet et qu'aucun animal n'avait déplacé d'os. L'examen préliminaire lui permit d'établir que les ossements étaient vraisemblablement ceux d'un homme et qu'il se trouvait là depuis plusieurs années. On pouvait voir que le corps était là depuis longtemps. Il ne dégageait aucune odeur et il n'y avait aucune trace de graisse sur les ossements ni aucun tissu. Cela signifie que la mort remonte à au moins 5 ans et cela peut aller jusqu'à 50 ans. Notre champ de recherche était donc plutôt large. Il n'y avait pas beaucoup de traces d'exfoliation sur les os, ce qui indiquait qu'ils ne s'étaient pas désagrégés, sans doute parce qu'ils étaient dans un environnement protégé.
Des traces de jeans décomposés et de sous-vêtements indiquaient que la victime était vêtue au moment de sa mort et de l'enterrement de son corps. En examinant soigneusement les restes, Galloway trouva une balle de calibre 38. Tout portait à croire qu'il y avait eu homicide. En fouillant le vide sanitaire, les policiers trouvèrent des effets personnels, notamment un trousseau de clés et un briquet. Le sergent Miller de la police de Salinas interrogea les occupants de la maison. Ceux-ci y vivaient depuis 2 ans et demi. C'était la première fois qu'ils allaient dans le vide sanitaire. Maintenant, les enquêteurs devaient découvrir l'identité de la victime. Sans cela, il était impossible de trouver le meurtrier. On envoya les ossements au laboratoire d'anthropologie de l'Université de Californie à Santa Cruz. Là, Alison Galloway pourrait fournir des informations précieuses. Par sa taille, elle put confirmer qu'il s'agissait d'un adolescent de race blanche. Il mesurait environ 1,75 m. Le projectile trouvé avec les ossements indiquait qu'il avait été tué par balle. Lors de son examen, Galloway chercha des caractéristiques uniques aux ossements. Elle trouva 2 trous faits par balle dans le crâne de la victime. Cette victime avait subi plusieurs blessures par balle. Il y avait les 2 à la tête et une autre, sinon 2 autres ailleurs sur le corps. Le premier projectile à la tête était entré du côté droit, près de l'oreille, pour sortir vraisemblablement par l'œil gauche. Quant au deuxième, il était entré un peu plus à l'avant de la tête et il était sorti de ce côté, par ici. On pouvait constater aussi qu'au moins un projectile avait atteint la victime dans le dos. Alison Galloway fit rapport de ses découvertes au sergent Miller. Gardant en mémoire l'adresse de la scène du crime, Miller se mit à examiner le dossier de chacune des personnes disparues qu'on n'avait jamais réussi à retrouver. Il découvrit un cas prometteur. Un adolescent du nom de Chris Denoyer avait été porté disparu de cette même maison en 1984. Le sergent Miller consulta le dossier de l'affaire qui contenait une photo. Cela correspondait à la description du jeune homme que lui avait donné Galloway. On avait vu Chris Denoyer pour la dernière fois le 13 janvier 1984. C'est sa mère qui avait signalé sa disparition à la police. Les enquêteurs obtinrent le dossier dentaire du jeune homme. Kevin Landon pratiqua l'examen. Il compara les radios du dossier de Chris aux diapositives des restes de dents de la victime. Il remarqua alors quelque chose d'intéressant.
J'ai constaté qu'il y avait une fixation dans la mâchoire qui partait de la canine gauche à la canine droite, avec une bande d'orthodontie tout autour. À l'époque, c'était la façon habituelle de maintenir une fixation en place. Mais maintenant, on les fabrique différemment. Elles sont collées à l'arrière des dents et ne sont donc pas visibles. Les résultats de l'examen de Landon furent positifs. J'ai conclu que les dents de la victime trouvées sous la maison étaient identiques à celles du patient dont on m'avait envoyé le dossier. Les enquêteurs pouvaient enfin mettre un nom et donner un visage à leur victime. Ils devaient maintenant trouver qui avait tué Chris Denoyer. Mais après 14 ans, la piste de son meurtrier avait disparu et les indices étaient rares. Les policiers ignoraient s'ils parviendraient à résoudre cette affaire. La police de Salinas, en Californie, était aux prises avec l'enquête sur le meurtre de Chris Denoyer, dont on avait retrouvé le corps 14 ans après qu'il eût été abattu. Le seul indice qu'avait laissé le meurtrier derrière lui était un projectile de calibre 38. Les enquêteurs devaient reconstituer les événements ayant causé sa mort. D'abord, s'assurer qu'il n'y avait aucun accès au vide sanitaire par l'extérieur de la maison. Ils n'en trouvèrent aucun. Il n'y avait qu'une seule façon d'entrer là ou d'en sortir. Il n'y avait donc que deux scénarios possibles. Ou c'était un inconnu, ou c'était quelqu'un qui vivait dans cette maison. Prenons le scénario de l'inconnu. Il lui aurait été difficile d'entrer dans la maison, de tuer Chris, puis d'avoir assez de temps pour descendre dans le vide sanitaire, d'y creuser une tombe et de l'enterrer avant le retour des occupants de la maison. Ce scénario n'était pas plausible. Dans mon esprit, les suspects étaient presque nécessairement les résidents de cette maison en janvier 1984. On n'avait accès au vide sanitaire que de l'intérieur de la maison. Mais le sergent Miller voulait d'abord s'assurer que Chris n'avait pas été assassiné après le signalement de sa disparition. Il appela de nouveau l'expert Kevin Landon. Une des questions que m'a posée le détective Andy Miller de la police de Salinas, c'était « Est-il possible que Chris ait fait une fugue et qu'il soit revenu quelques années plus tard pour être tué par d'autres personnes que sa famille, puis enterré sous la maison ?» Je lui ai dit que c'était impossible, compte tenu du fait que sa dent de sagesse n'était pas plus développée que sur les radios dentaires. Ainsi, on détenait la preuve que Chris avait été assassiné peu de temps avant qu'on ne signale sa disparition. Le dossier de police indiquait que Chris avait une petite amie au moment de sa disparition. Peut-être pourrait-elle donner des informations à propos de la famille de la victime. C'est la première personne avec qui nous avons décidé d'entrer en contact. D'abord parce qu'elle n'avait jamais vécu dans cette maison et qu'on ne la soupçonnait pas. Elle fut atterrée par la nouvelle de la mort de Chris. Elle déclara qu'elle l'avait rencontré en 1983. Ils s'étaient fréquentés jusqu'à sa disparition en 1984. C'était, selon elle, son premier amour. Quand on lui demanda de parler de la relation de Chris avec ses parents, elle déclara qu'il se disputait constamment avec son beau-père, Jackson Vierta. Celui-ci lui faisait toujours des reproches. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais cru que Chris avait fait une fugue. Il ne serait pas parti ainsi sans lui dire au revoir. Les enquêteurs décidèrent d'interroger la mère de Chris. Ils retrouvèrent sa trace sans difficulté. Elle fut consternée d'apprendre qu'on avait retrouvé le corps de Chris. Le jour de sa disparition, déclara-t-elle, elle était à son lieu de travail. Son mari, Jackson Vierta,
l'avait appelé pour lui dire que Chris avait quitté la maison. Elle croyait depuis ce temps que son fils était encore en vie. De fait, elle avait reçu un télégramme de lui quelques jours après sa disparition. Chris, disait-elle, était un adolescent comme les autres, mais elle et son mari avaient des difficultés avec lui. Chris et sa sœur avaient du mal à accepter leur nouveau beau-père, Jackson Vialta. Les enquêteurs demandèrent ensuite à la femme si quelqu'un de la famille possédait une arme à feu. Elle leur dit que Jackson en avait une, mais qu'elle ignorait de quel modèle. Miller ne croyait pas que cette femme avait quelque chose à voir avec l'homicide de Chris. Au moment du meurtre, la mère de Chris était enceinte. De plus, c'était une femme plutôt costaude. Je la voyais mal ramper dans cet espace pour creuser une tranchée de 2 mètres de profondeur sous sa maison et ensuite traîner une victime de plus de 80 kilos. C'était carrément impossible. Mais le policier avait déjà un suspect en tête, le beau-père de Chris, Jackson Vialta. Nous pensions que la seule personne qui avait intérêt à enterrer quelqu'un dans cette maison, c'était le maître de cette maison. En l'occurrence, Jackson Vialta. Vialta travaillait pour une entreprise de télécommunications. On le trouva sur son itinéraire de vendeur. En s'approchant de lui, les enquêteurs remarquèrent que leur suspect avait le gabarit idéal pour creuser une tranchée de 2 mètres dans le vide sanitaire. Celui-ci accepta d'accompagner les policiers pour répondre à leurs questions. Il se montra coopératif et reconnut que sa relation avec Chris était difficile. Mais selon lui, c'était normal. Les adolescents ont souvent des conflits avec leurs beaux-parents. Vialta ajouta qu'il avait travaillé de midi à 20h le jour de la disparition de Chris. Quand il était rentré à la maison, sa femme lui avait dit que Chris avait fait une fugue. La déposition de Vialta contredisait celle de sa femme. Quelques jours plus tard, poursuivit-il, ils avaient reçu un télégramme de Chris disant qu'il était désolé de leur avoir causé des soucis, mais qu'il avait décidé de s'établir ailleurs. Les enquêteurs trouvaient cette histoire louche. Vialta reconnut posséder 2 armes à feu, une carabine de calibre 22 ainsi qu'un revolver de calibre 38. Cette dernière arme suscita aussitôt l'intérêt du sergent Miller. Les projectiles qu'on avait trouvés dans la tombe de Chris provenaient d'une arme de calibre 38. C'était donc un renseignement très important. Les policiers devaient toutefois obtenir un mandat de perquisition pour examiner ce revolver. Ils se rendirent chez Vialta pour l'empêcher d'entrer dans sa maison et d'en profiter pour se débarrasser de l'arme. Quand ils eurent enfin leur mandat, les policiers fouillèrent sa maison. Ils y recueillirent le revolver de calibre 38 ainsi que des munitions. Pendant qu'ils attendaient les résultats des analyses balistiques, ils vérifièrent la version des faits de Vialta. Ils obtinrent notamment tous ses documents personnels datant de janvier 1984. Un détail piqua leur curiosité. Le télégramme envoyé soi-disant par Chris 3 jours après sa disparition avait été dicté sur la ligne de la résidence de Jackson et porté à son compte. Chris avait déjà été assassiné. Les enquêteurs se doutaient bien que c'était Vialta qui avait rédigé ce télégramme. Une des phrases de ce message indiquait bien que Vialta en était l'auteur. Cette phrase était « D'une certaine façon, Jackson a raison ». Or, il s'agissait ici d'un adolescent de 16 ans qui détestait son beau-père. Pourquoi aurait-il écrit dans ce télégramme que son beau-père avait raison?
La seule personne qui pouvait l'avoir écrit, c'était Jackson. De toute façon, dès le début, cette histoire de télégramme nous est apparue grotesque. Les preuves indirectes contre Jackson Villalta continuaient de s'accumuler. Mais les enquêteurs devaient trouver un dernier indice pour procéder à son arrestation. Les détectives de Salinas, en Californie, avaient identifié leur suspect principal dans l'affaire du meurtre de Chris Denoyer. Il s'agissait de Jackson Villalta, son beau-père. Les enquêteurs devaient toutefois trouver une preuve matérielle démontrant qu'il s'était trouvé sur la scène du crime. On avait recueilli son revolver de calibre 38 et des munitions au cours d'une fouille de sa maison. Scott Armstrong, un expert senior du ministère de la Justice de la Californie, examina l'arme à feu en question. Il commença par tirer des projectiles dans un réservoir d'eau. Il les recueillit ensuite. L'arme, qu'il s'agisse d'un revolver ou d'un pistolet, laissera deux sortes de marques sur le projectile. Les marques inhérentes au modèle de l'arme et les marques individuelles. Celles du modèle se retrouveront sur tous les projectiles tirés avec une arme de même modèle et de fabrication identique. Quant aux caractéristiques individuelles, il s'agit de marques uniques appelées rainures et sillons qui sont laissées sur le projectile pendant qu'il passe dans le canon. Ces marques sont aussi uniques que des empreintes digitales. À l'aide d'un stéréoscope, l'expert examina simultanément les projectiles trouvés sur la scène du crime et ceux obtenus lors du tir d'essai de l'arme de Villalta. Les marques étaient identiques. Il y avait assez de caractéristiques inhérentes au modèle et de caractéristiques uniques pour affirmer que le projectile fatal avait été tiré avec ce revolver. C'était la preuve tangible qu'espéraient les enquêteurs. Mr. Villalta, with your left hand, slowly reach out and open the door from the outside. Slowly step out of the vehicle and face away from me. Take 2 steps to your left. Stop. Put your hands behind your back and interlace your fingers. Get down on your knees. Le 6 février 1999, on arrêta Jackson Villalta pour le meurtre de Chris Denoyer 15 ans plus tôt. Lors de son interrogatoire, il nia toutes les accusations et clama son innocence. Au cours de son procès, les enquêteurs présentèrent une vidéo démontrant qu'il était peu vraisemblable qu'un inconnu soit entré pour tuer Chris et ensuite l'enterrer dans le vide sanitaire. Un policier au gabarit identique à celui de Villalta creusa une tranchée dans l'espace. L'expérience fut chronométrée. L'homme mit 1 heure pour achever son travail. Si on revenait au scénario d'un inconnu qui serait entré dans cette maison pour y commettre le meurtre et qu'il aurait ensuite décidé de se débarrasser du corps de cette façon, il fallait penser que ça lui aurait demandé au moins 1 heure. Et 1 heure, c'était risqué pour lui, car si un des résidents de la maison était rentré, il l'aurait découvert. Sur la base de ces indices, les enquêteurs croient que Jackson Villalta et Chris se sont disputés ce jour-là. Fou de rage, Villalta s'est emparé de son revolver de calibre 38 et il a tiré à 2 reprises à la tête de Chris et 1 fois à la poitrine. Ensuite, il a caché son corps dans le vide sanitaire sous la maison.
Le 25 février 2000, Jackson Villalta a été jugé coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à une peine de prison à vie et au minimum à 17 ans d'incarcération. Jackson Villalta croyait s'en tirer indemne en cachant le corps de sa victime sous sa maison. D'autres meurtriers se fient aux éléments et au temps pour éliminer les traces de leur culpabilité. En juin 1995, le service de police de Lansing, au Michigan, était aux prises avec une affaire complexe. Le détective Jay Trust menait cette enquête. Mark Bosom, 29 ans, avait disparu. Do you know if he's supposed to be armed with any type of... Well, we believe he's more of a victim. We don't suspect he'd be armed, but you never know, so be careful. At this point, La femme de Mark, Cindy, avait signalé sa disparition 3 semaines plus tôt. look for him. If you find anything about him, anyone that knows him, any information you might think is pertinent, just give me a call or leave me a message and I'll get back with you. He's been missing for... Tout ce temps écoulé laissait croire au détective Trust que Mark avait peut-être été victime d'un crime. Il fallait qu'il sache si quelqu'un l'avait aperçu ou était au courant de ses allées et venues. Il envoya des policiers interroger ses parents, ses amis et tous ceux qu'il connaissait. On leur dit que le jour précédant sa disparition, Mark avait encaissé un chèque de remboursement d'impôts et qu'il avait reçu son chèque de paie. Malheureusement, malgré des dizaines d'interrogatoires, on n'obtint rien d'autre. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis sa disparition. On ne l'avait vu nulle part, on n'a trouvé personne avec qui il aurait été en contact, ni personne qui l'ait aperçu ou quelque chose de ce genre. Il s'était comme volatilisé. Le sergent Mark Murray était impatient de parler à Cindy, la femme de Mark Bosom, car c'était la dernière personne à l'avoir vue. Elle reconnut que son mari et elle avaient eu des problèmes et qu'ils s'étaient séparés. Elle ajouta toutefois qu'ils souhaitaient tous deux sauver leur mariage. Elle m'est apparue comme une mère aimante et attentive. Mark et elle avaient eu une fille et j'avais l'impression qu'elle voulait à tout prix sauver leur famille. Tous deux désiraient surmonter leurs différends et reprendre la vie commune. Cindy déclara aux policiers que quelques jours avant sa disparition, Mark lui avait rendu visite à la salle de quilles où elle était serveuse. Quand il était arrivé, elle parlait avec un certain Tom Hart. Mark n'avait pas semblé apprécier. Il croyait que Hart s'intéressait un peu trop à sa femme. Et Cindy confirma que Hart s'était effectivement amouraché d'elle. Elle avait d'ailleurs remarqué que Hart l'avait suivie à plusieurs occasions à son départ du travail. De fait, son mari lui avait même demandé d'obtenir une ordonnance de la cour pour empêcher Hart de s'approcher d'elle. Mais Cindy considérait Hart comme un ami et elle était persuadée qu'il n'était pas impliqué dans la disparition de Mark. Le sergent Murray n'en était pas aussi sûr. Je trouvais que cela donnait de la crédibilité à la thèse que cet homme pouvait avoir été impliqué dans cette disparition. Et donc, on ne pouvait pas simplement s'en tenir à l'hypothèse que Bosom était parti de son plein gré. Les enquêteurs décidèrent de commencer à regarder d'un peu plus près ce Tom Hart. Lors de son interrogatoire, il fut coopératif. Cet homme de 52 ans déclara que sa relation avec Cindy Bosom dépassait largement le cadre d'une amitié. Selon lui, Cindy avait l'intention de divorcer d'avec son mari et emménager avec lui, même si elle hésitait à s'en ouvrir à Mark. Hart ajouta que la dernière fois qu'il avait vu Mark, c'était dans la soirée précédant sa disparition. Il l'avait rencontré pour lui faire part de leurs intentions à Cindy et à lui. Même si Mark ne sembla pas heureux d'apprendre cette nouvelle, l'entretien s'était terminé cordialement, selon Hart.
De fait, Bosom lui avait demandé de le conduire à une épicerie. Hart avait accepté et l'avait déposé devant le magasin. En marchant vers l'épicerie, Mark s'était approché de deux hommes qui se tenaient là à l'extérieur. Il semblait les connaître. Lorsque Hart demanda à Mark s'il voulait qu'il le ramène chez lui, Mark déclina son offre en lui disant qu'il se trouverait une autre occasion plus tard. C'était la dernière fois que Hart l'avait vu, selon ses dires. Les policiers demandèrent à Hart s'il accepterait de se soumettre au détecteur de mensonges. Même s'il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait rien à cacher, Hart refusa, répétant qu'il ignorait où se trouvait Mark Bosom. Les enquêteurs ne crurent pas un mot de son histoire. Il avait un ton bizarre et un comportement plutôt étrange. Il répondait aux questions de façon très évasive. Il ne fournissait pas beaucoup d'éléments d'information. On devait presque les lui arracher de force. Il répondait à nos questions, mais ses réponses manquaient de chair autour de l'os. Les enquêteurs croyaient que Hart leur cachait quelque chose. Mais rien jusque-là ne laissait croire à un crime. La police de Lansing, au Michigan, tentait de résoudre l'enquête sur la disparition de Mark Bosom, âgé de 29 ans. Tom Hart, la dernière personne à l'avoir vu, disait l'avoir déposé à une épicerie. Les enquêteurs avaient des doutes sur la véracité de ses propos. Ils appelèrent le gérant du commerce afin de savoir s'il y avait des caméras de surveillance dans le stationnement. Malheureusement, il n'y en avait aucune. À partir de là, l'enquête cessa de progresser. Puis, près d'un an et demi plus tard, dans le comté voisin de Shiawassee, un homme qui promenait son chien fit une découverte macabre. Des broussailles dissimulaient un crâne humain. L'homme appela la police. Le détective Trust et des techniciens de scène de crime de la police de Lansing répondirent à l'appel. Les enquêteurs espéraient que c'était la piste qu'ils avaient tant attendue. Jusque-là, ils disposaient d'un suspect, mais d'aucune preuve matérielle qu'un crime avait été commis. Ils recueillirent le crâne décomposé, puis fouillèrent minutieusement tout autour. Pas très loin, ils trouvèrent des vêtements, une couverture tachée de sang et d'autres restes humains. Ils trouvèrent également des douilles de calibre 22. Par l'analyse du degré de décomposition du corps, l'évaluation de la croissance des végétaux à travers les vêtements et celle du développement des insectes, on conclut que le corps se trouvait là depuis un certain temps. Malheureusement, on ne trouva rien sur l'identité de la victime. Les enquêteurs envoyèrent la dépouille à l'Université du Michigan pour analyse. L'anthropologue judiciaire Norman Sauer examina les ossements. Après l'analyse de la forme et de la dimension de l'arcade sourcilière, Sauer conclut que la victime était un homme, vraisemblablement âgé de 20 à 30 ans. Ensuite, il mesura la longueur des fémurs et détermina qu'il mesurait entre 1,69 m et 1,72 m. Il remarqua également la présence de marques sur les vertèbres, ce qui démontrait que la victime avait reçu un projectile à la poitrine. Nous en avons conclu qu'il s'agissait d'un homicide.
On envoya ensuite les vêtements de la victime ainsi que la couverture trouvée sur la scène du crime à l'entomologiste judiciaire Richard Merritt. Cet expert dans le domaine de la croissance et du développement des insectes analyse les cycles vitaux des insectes que l'on trouve sur un cadavre et peut ainsi évaluer combien de temps s'est écoulé depuis la mort d'un individu. Le moment de la mort peut être évalué grâce au cycle de vie des insectes. Autrement dit, quand une personne meurt, les insectes sont attirés par le cadavre dès les premières heures suivant le décès. Merritt commença par identifier chacune des espèces trouvées sur la chemise et la couverture. Parmi les nombreuses variétés d'insectes, il y avait une guêpe adulte. Bien que plusieurs insectes soient attirés par un cadavre dans les 24 premières heures suivant le décès, les recherches ont démontré que les guêpes n'apparaissent et ne pondent leurs œufs que plusieurs mois plus tard. Il s'écoule encore du temps avant que les larves de guêpes éclosent et se transforment en adultes. En faisant entrer en ligne de compte le processus de maturation des guêpes, Merritt put préciser le moment du décès. Les analyses entomologiques ont montré que le corps se trouvait à cet endroit depuis 4 à 8 mois, peut-être même davantage. Les conclusions de Merritt portèrent fruit. Cette victime n'avait donc pas été tuée depuis peu. Le botaniste judiciaire Frank Ewers analysa ensuite les vignes qui poussaient à travers les vêtements de la victime. En examinant la structure interne des tiges, Ewers put évaluer l'âge de la vigne. On peut voir un anneau de croissance ici. Cela nous permet d'évaluer l'importance de la croissance durant l'année antérieure. Cela signifie que cette vigne a au moins 15 mois. Donc le corps se trouvait là depuis au moins 15 mois. C'était le coup de chance qui allait permettre de poursuivre l'enquête. Cindy Boson mit alors les détectives en contact avec le dentiste de Mark. Le dentiste envoya le dossier de son patient à l'anthropologue Norman Sauer. Celui-ci compara les radios de la dentition de Mark aux radios de la victime. Quand les policiers ont commencé à se douter de l'identité de la victime, ils sont allés chez le dentiste de cette personne pour obtenir le dossier dentaire et les radios. Cela nous a permis d'effectuer des comparaisons et de conclure que les restes humains étaient ceux de Mark Boson. Avec l'aide des experts judiciaires, la police avait enfin identifié la victime. Il ne restait plus qu'à trouver la preuve de l'implication de Tom Hart. Les enquêteurs questionnèrent toutes les personnes ayant été en contact avec le suspect. Un homme qui le connaissait déclara que Hart possédait un revolver de calibre 22. D'ailleurs, Hart et lui s'en étaient servis au tir à la cible peu de temps avant la disparition de Mark Boson. Just watch the old timer. I'll show you how it's done. Okay, great. See you. Grâce à ces renseignements, on put obtenir un mandat de perquisition de la propriété de Hart. Les enquêteurs portèrent une attention particulière à la collection d'armes à feu du suspect. Ils mirent la main sur une carabine Winchester de modèle 94 ainsi que sur un fusil de calibre 16. Le détective Trust savait que ce n'étaient pas ces armes qui avaient servi à commettre l'homicide. J'étais à la recherche du revolver de calibre 22. J'ai bien recueilli ces carabines, même si elles n'avaient pas été utilisées. Mais on doit tout prendre lors de ces fouilles. De plus, parfois les suspects modifient leur déposition. On a donc pris ce qu'on a trouvé, mais ce n'était pas très intéressant. 18 mois après le meurtre de Mark Boson, les enquêteurs avaient trouvé un suspect
mais il ne disposait d'aucune preuve contre lui. Les enquêteurs apprirent alors que le véhicule que Hart conduisait au moment de la disparition de Mark Boson était garé devant son lieu de travail. Ils le remorquèrent à la fourrière pour l'examiner. Tom, Detective Murray, you remember me? Here's a search warrant. We're taking your vehicle in for processing. All the information. Même si la voiture avait été soigneusement nettoyée, on trouva des traces de sang. Lors de l'examen au luminol, on a pu constater qu'il y avait du sang sur le siège du passager. Et ce n'était pas tout. En ouvrant le tissu de recouvrement du siège, on constata que le coussin était couvert de sang séché. Ce sang était là depuis 1 an et demi et il s'était détérioré. Il sentait le sang dégradé. Quand on se penchait pour mieux voir, la puanteur nous montait au nez. Je ne m'attendais qu'à trouver des traces infimes de sang, mais c'est plutôt une mare de sang séché qu'on a trouvée. C'était un indice extrêmement précieux parce qu'il nous permettrait de savoir de qui il provenait. À ce moment-là, je présumais déjà que c'était celui de Mark Boson. Mais là, il fallait procéder aux analyses. Si les deux parents étaient encore en vie, il serait facile d'effectuer des analyses d'ADN. Je savais que la mère de Mark vivait encore. Je l'ai appelée et elle m'a dit que son père vivait encore lui aussi. Nous avons donc prélevé du sang de ces deux personnes et l'avons envoyé au laboratoire judiciaire avec les échantillons de la scène du crime. On espérait ainsi obtenir le code génétique de la victime. Les experts eurent de la chance. Les résultats furent positifs. Les policiers avaient obtenu assez de preuves pour arrêter Tom Hart. Mais celui-ci se terrait à sa ferme. À cause de son tempérament violent, les policiers ne voulaient pas prendre sa maison d'assaut. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne sorte de chez lui. Les policiers firent le guet et attendirent. Il savait qu'on avait un mandat d'arrêt à son nom et il se cachait. Un jour, il est sorti de chez lui, il est monté à bord de son véhicule et il a démarré. Mais il ne s'est même pas rendu jusqu'à la route. Il s'est sans doute dit que s'il se rendait sur la route, la police l'arrêterait. Il s'est rendu à un champ. Quand les policiers l'ont vu faire, ils se sont précipités sur lui. Keep your hands where we can see them. Put your hands on top of your head. Turn and face the female officer. Now walk backwards towards me. Walk backwards towards me. That's it. Keep walking. Keep walking. Okay, get to the corner of the car and stop. Tom Hart fut arrêté pour le meurtre au premier degré de Mark Boson. Au poste de police, on lui fit la lecture de ses droits. You understand you've been arrested for first-degree murder. Before we get into that, and I'll talk to you about that. Il refusa de répondre aux questions sans la présence de son avocat. We'll get you your attorney. We're ready. If we can get someone to come in here. He's ready, you can take him down to the jail. Right up there against the window. Il fut mis en détention à la prison du comté de Lansing en attendant son procès. Take him downtown. Quand Tom Hart a compris que Cindy ne voulait pas être autre chose que son ami, il a été emporté par la jalousie et il a voulu avoir un tête-à-tête avec Mark Boson à ce sujet. Il l'a attiré dans sa voiture, puis il l'a conduit dans un endroit isolé où il l'a abattu en lui tirant une balle dans le cou. Hart s'est ensuite débarrassé de son corps, croyant que personne ne le trouverait jamais. Le 9 janvier 1998, il a été jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité. Certains criminels croient qu'ils peuvent s'en tirer après un meurtre en cachant le corps de la victime.
Mais même quand plusieurs années se sont écoulées depuis leurs méfaits et qu'il ne reste que quelques ossements, les experts en criminalistique peuvent retrouver les coupables.